gens ils vont pas comprendre. Le gars, il collectionne les films et il l'affiche d'une daube. Salut, je m'appelle Marc Descoster, je suis scénariste, réalisateur et je vais vous parler aujourd'hui de ma collection de films, si vous le voulez, hein, je veux dire. C'est pas... Alors, du coup, Marc, ta collection de DVD... Ouais. Qui n'est pas gigantesque non plus, mais c'est vrai que c'est... j'essaye d'avoir les films qui comptent pour moi. Et comme je manque d'espace, je suis aussi obligé d'en vendre régulièrement. Parce que je ne sais pas si ça te fait la même chose, mais il y a des films qui sont très importants. Pendant 5 ans, tu te dis, il est génial. Et puis un jour, tu te rends compte qu'en fait, tu ne le regarderas plus jamais. Et du coup, je m'en débarrasse parce que voilà. Alors, qu'est-ce que quelqu'un qui viendrait comme ça chez toi et qui dirait que ta collection est cool, qu'est-ce que tu commencerais par lui montrer quoi? Par quoi je commencerais? Déjà, je lui expliquerai comment c'est classé parce que je pense que comme toi, tu as aussi pas mal de DVD. La grande question, c'est comment les classer, je trouve. Est-ce qu'on les met par réal, par acteur Voilà, alors moi j'ai tranché et je les classe par genre, ce qui est assez subjectif. Je pense que je commencerai par parler évidemment de mon coffret de l'inspecteur Harry, je suis obligé, parce que je trouve que c'est un bel objet. Déjà, t'as la figurine aussi. Oui, entre autres. Oula, je vais tout tomber. Voilà, magnifique coffret Blu-ray de tous les inspecteurs Harry, qui sont assez inégaux, il faut bien le dire, mais je les aime tous quand même. Parce que c'est l'inspecteur Harry. Et c'est mon film de chevet, c'est-à-dire que déjà je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Ça a commencé quand j'étais petit, je crois honnêtement, je devais avoir 8 ou 9 ans quand j'ai vu le premier, ce qui était peut-être un peu jeune d'ailleurs, je comprenais pas tout très bien. Mais j'avais été très marqué par cette figure mythique de ce flic solitaire, justicier. Ça m'avait beaucoup parlé. Et puis, au fil des années, je me suis intéressé au personnage qui est derrière tout ça, en fait, Clint Eastwood. Et je me suis rendu compte qu'il y avait là un réalisateur, en fait, de qualité, encore plus qu'un acteur, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, compte énormément dans le cinéma et qui m'a clairement donné envie de faire des films, en fait. Alors, donc toi, si tu devais dire un genre, peut-être qui serait ton genre de film préféré, ce serait quoi? Alors le genre préféré, ça c'est une question super difficile. Si tu veux, en termes de quantité, je suis bien obligé de me rendre compte que j'ai plus de films d'horreur et de drames. Voilà. Donc est-ce que ça veut dire quelque chose? Peut-être. C'est vrai que le cinéma d'horreur, qui est souvent pris de haut, en fait je trouve que c'est un cinéma où il peut y avoir des choses très étonnantes, parce qu'il y a une liberté qu'il n'y a pas dans les autres genres. Et en fait, il y a beaucoup de jeux avec la surprise, avec l'improbable. Et c'est quelque chose qui, parfois, me manque dans d'autres films comme les comédies, qui sont souvent, un peu en ligne droite, quoi. Le cinéma d'horreur, pour moi, il est moins en ligne droite. Alors évidemment, quand je dis cinéma d'horreur, c'est super vaste. Il y a des énormes bouses dans le cinéma d'horreur, ça va de soi. Mais après, il y a des petites pépites. Des choses comme Massacre à la tronçonneuse, évidemment, qui pour moi est un classique qui va bien au-delà du cinéma d'horreur. Enfin, pour moi, ça fait appel aux contes ancestraux, avec ce jeu de cette poursuite dans la forêt. Enfin, ça fait complètement penser à tout l'univers des contes traditionnels, que ce soit, je sais pas, Hansel et Gretel, le Chaperon rouge. Enfin, pour moi, il y a tout ça, puissance 1000 dans Massacre à la tronçonneuse, et ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que ça me rappelle un peu le côté archaïque de on se raconte des histoires pour se faire flipper. Et je trouve qu'il y a tout ça dans ce film. C'est vrai que j'ai un joli petit coffret sorti chez TF1 Vidéo. Bien présenté, les illustrations sont belles, enfin voilà, ça fait plaisir. Et surtout, il y a cette chose magnifique que je n'ai même pas déballée. Un tablier. C'est ça, il y a le tablier Massacre à la tronçonneuse. Mais je dois t'avouer que c'est un peu l'objet dont je me fous éperdument. Du coup, Je pense que tu vas pas le mettre. Voilà, non, je vais pas le mettre pour faire le barbecue. Mais ouais, bel objet et grand film. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, c'est un de mes films d'horreur préférés. Ah oui, voilà. Oui, Jason. Alors, Jason, je suis pas un inconditionnel. La figurine est magnifique, mais voilà, c'est mythique. C'est vrai que c'est plus... C'est moins bon. C'est moins bon, c'est plus... clairement, là, on est dans du business juteux. Ouais, c'est à la limite parfois du foutage de gueule. En termes de production, c'est quand même assez pauvre.
Ah, et puis il n'y a que le premier qui, à mon avis, est à peu près potable. Oui, et encore. Et encore, Il est quand même très, très influencé par Halloween et autres. Ouais, Voilà. c'est vrai. Halloween qui est quand même bien au-dessus, à mon sens. Dans les films d'horreur, j'ai 2-3 pépites. J'ai aussi évidemment des films que j'ai aimés quand j'étais enfant, comme Razorback. Je sais pas si tu l'as vu, celui-là. Ouais, Razorback, c'est cool. Le sanglier tueur en Australie. Un film que je recommande. Il a pris un petit coup, hein, quand même. Après, c'est toujours sympa d'essayer de trouver des petites pépites un peu plus rares, comme ce magnifique objet Zombie Ass. Qui est une petite perle du cinéma nippon. En gros, c'est un film de zombies où l'infection passe. Tout est dans le titre, en fait. Si vous pouvez le voir, voyez-le. En l'occurrence, la réal est plutôt pas mal. D'ailleurs, il a reçu pas mal de prix. Mais voilà. Coréen ? Non, je crois que c'est japonais. Oui, c'est japonais. C'est japonais. Et ben on retrouve, disons, les obsessions un peu culturelles qu'on peut trouver parfois dans les mangas, dans la culture japonaise, en tout cas un peu underground. En tout cas, vous allez être étonnés, c'est un film très bizarre, très drôle. Il faut être ouvert d'esprit, mais ça change. Bon, du coup, là, j'ai un peu toute une série de films de zombies de toutes époques, dont les classiques. Zombies, t'aimes bien ? Mais je suis pas, en fait, je suis pas un passionné de zombies du tout, mais il y a quelque chose dans le film de zombies qui me plaît. Je crois que c'est le côté survie, plus que le zombie lui-même. C'est plutôt ce que ça raconte du monde. C'est là où je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que il y a eu toute la période effectivement où le zombie était pratique parce qu'il permettait de dire plein de choses. Et puis c'est vrai que maintenant le zombie est creux. Et je crois que c'est tout le sens justement du coup d'avoir un film comme Zombie Ass. Je crois que ça dit tout sur ce qu'est devenu le zombie aujourd'hui. Et donc oui, je suis d'accord avec toi. L'Exorciste évidemment, ça a été un grand choc, surtout que je l'ai vu aussi petit, quand j'étais seul à la maison. Donc c'est le souvenir d'un trauma. Mais oui, grand film. Étonnamment où j'avais beaucoup... Je trouve beaucoup plus effrayant les passages en fait hors de la chambre que la chambre elle-même, qui est plutôt une espèce de cirque grand guignolesque. Mais typiquement quand la petite fille arrive en pleine soirée où il y a des invités à la maison et qu'elle urine sur le tapis, je trouve ça beaucoup plus flippant que le monstre où elle tourne sa tête 14 fois, tu vois. Parce que c'est dérangeant et ça s'inscrit dans la réalité. Après dans les classiques, là j'ai quelques Carpenter évidemment, Halloween dont on parlait tout à l'heure, qui est quand même assez formidable en termes de slasher, je veux dire. Je trouve que, en l'occurrence, ça a même assez bien vieilli. Je trouve qu'il y a un peu des longueurs, mais voilà, c'est un film que j'ai toujours du plaisir à voir. Il est où ? Il est là, oui. Halloween. Justement, je trouve qu'il a pris un petit coup dans le sens où il est assez lent. On n'est plus tellement habitué à ce rythme-là. Mais comme c'est à la réalisation de Carpenter, on a quand même du plaisir à le revoir. Parce que Carpenter est très fort, c'est-à-dire qu'il arrive, j'ai envie de dire comme personne, à nous faire comprendre comment est agencé l'espace. Donc on n'est jamais perdu, on sait exactement où on est et il utilise ça brillamment pour nous faire peur. Et encore plus brillamment dans The Thing, où on est complètement dans cette base et on sait exactement où sont les personnages les uns par rapport aux autres et donc aussi potentiellement d'où vient le danger. Enfin, il est très fort, c'est-à-dire que c'est presque du... S'il y en a un qui aurait dû faire de la 3D, à la limite, c'est Carpenter, vu sa gestion de l'espace. C'est vrai que Halloween, c'est un bon exemple du rythme très posé de Carpenter, que je trouve magnifique. C'est vrai. Et comme tu dis, il fait une bonne... tu sais où et quoi dans l'espace, et chose qui s'est complètement perdue, parce que maintenant, une scène d'action, malheureusement, elles sont filmées avec des caméras qui bougent, et puis on comprend plus grand-chose. C'est ça, comme dans Jason Bourne et autres, quoi. Qui sont d'ailleurs sympathiques, mais effectivement où finalement l'espace n'a plus aucune importance. C'est juste la rythmique de l'image et du montage qui donne cette sensation d'urgence. Exact. Et c'est dommage, c'est un peu dommage. Enfin, un peu facile peut-être. Après, tu me parlais de John McTiernan tout à l'heure. Du coup, évidemment, il y en a quelques-uns ici dans la section action, n'est-ce pas ? Un grand classique. Toujours du plaisir à le revoir. Enfin, je pense que c'était vraiment un grand moment pour le cinéma d'action. J'ai l'impression
Ça a un peu annoncé la fin des films de gros bourrins des années 80. C'est-à-dire que tout à coup, on avait un gars qui ressemble plus ou moins à Monsieur Tout-le-Monde et qui a des préoccupations de Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire sa femme, son couple, son boulot. Et c'est pas juste une espèce de machine musclée qui va vider des chargeurs dans la jungle, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez nouveau à ce moment-là. Puis du coup, j'aime beaucoup ce film parce qu'il a apporté ça. Alors après, on est un peu en train de revenir vers l'action décérébrée avec les Fast and Furious 14 et 15. Predator que j'ai évidemment dans les films fantastiques par là-bas. C'est un grand McTiernan aussi. Et j'ai aussi beaucoup d'affection pour le 2. Je sais pas si tu l'as vu le 2 ? Predator 2 ? Ouais. Non. Ça, je crois qu'il est caché par ici. Où est-ce que je l'ai mis ? C'est quand même un monument de la SF, avec un Schwarzenegger. Ça, c'est The Predator, tu vois, je me gourde de boîte en plus. Je me suis fait avoir comme un bleu. Attends, il y a trop de lumière. Tu coupes ça, hein, tu coupes. En fait, c'est du grand cinéma, quoi, dans le genre fantastique, avec action. Et action, ouais, bien sûr. Les deux, ouais. C'est un gros film d'action, quand même. Oui, bien sûr. Et en plus, il y a ce charme des années 80, avec cette espèce de frime à 2 balles. Enfin, voilà, t'as Schwarzy qui fume le cigare. Il y a un côté totalement outrageusement occidental et capitaliste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Mais voilà, c'est jouissif et puis c'est brillamment mis en scène sur un concept ultra simple, surtout. C'est ça que j'aime beaucoup. Je trouve que souvent, les concepts les plus simples sont les meilleurs. Et donc, le 2, qui a pourtant, à mon sens, une erreur de casting, c'est-à-dire que c'est Danny Glover, le rôle principal, et on l'attend pas tellement dans un film comme Predator 2. Selon moi, il n'a pas les épaules pour tenir un rôle comme ça dans un film. Ça n'engage que moi. Pourtant, je l'aime beaucoup. Dans Les Armes Fatales, évidemment, il est fantastique. Mais voilà, Predator 2, grosse surprise. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut vraiment le voir, parce que déjà, ça se passe en pleine ville de Los Angeles. Ça fait aussi écho à toute une époque de Los Angeles où il y avait... disons, dans la rue, c'était compliqué quand même à Los Angeles à l'époque. Et on le sent dans le film, c'est-à-dire qu'ils en parlent, quoi. Ça évoque les émeutes qu'il y a eu là-bas, etc. à l'époque. Ça mérite d'être vu. C'est plus malin qu'on pourrait se le dire au départ. Et là, du coup, on tombe, je vois, il y a tes films là. Donc, Retourne-toi, Erwan et compagnie. Oui, c'est ça. Alors, il manque Erwan et plus si Affinité, mais ça, c'est mes films. Donc, il faut les acheter. Ça, c'est très important. On les trouve sur Internet, à la Fnac. Foncez, c'est maintenant. Voilà, tu peux couper, on a fini. Ouais, donc ça, c'est mes films. Alors, je les regarde pas, mais j'ai évidemment du plaisir à les avoir. Ça fait, c'est chouette, c'est trippant, c'est le signe d'un travail accompli. Parce que tu as réalisé combien de films ? 4 longs et plein de courts et de moyens, mais disons 4 longs. Ouais. Et du coup, ça permet un peu de parler aussi de ton dernier film. Oui. Qui s'appelle Vasectomia. Vasectomia, exactement. Qui est un drame noir, teinté d'humour noir aussi, on va dire ça comme ça. Je vous demande de foutre le camp! Le pouvoir de régner appartient maintenant à notre Seigneur et à son Messie. Je pense que c'est le film le plus sombre, oui, ouais, clairement. C'est-à-dire que... Et les autres sont déjà pas super joyeux non plus. Non, bon, les Erwan, ça reste assez coloré, ça se prend pas très au sérieux, mais disons, il y a un désenchantement un peu dans chacun de ces films. En 2 mots, tiens, si tu bouges pas, je vais te chercher un truc, comme ça on sait de quoi on parle. Donc Vasectomia, c'est ça en gros, et c'est l'histoire en premier lieu de ces 2 personnages, Samuel et Alexandre, qui ont subi des attouchements quand ils étaient, voire pire, quand ils étaient enfants. Et ils se retrouvent à l'âge adulte, dans une espèce de road trip punitif, où en fait ce cher monsieur enregistre les confidences des paroissiens auprès du pasteur. Et il va se servir de ces confidences pour décider de qui doit être puni ou non.
Donc ils vont en fait voyager pour punir les gens et régler leurs comptes avec leur enfance douloureuse en même temps. Tu étais influencé par un truc en particulier ? Disons, l'idée est venue au départ quand j'étais à Paris pendant les attentats du Bataclan. C'est là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, puisque voilà, j'ai été pris dans une fausse alerte. Je me suis, avec plein de gens, hein, on s'est retrouvés à se cacher au fond d'un restaurant. Enfin, c'était la panique totale, quoi. Un grand moment honnêtement de terreur. Et après, j'étais pas bien avec ça, évidemment. Pendant plusieurs jours, j'avais vraiment une énorme colère, une envie de vengeance, hein, en fait. Particulièrement quand j'ai compris ce qui se passait, ce qui s'était passé au Bataclan. Et je me suis dit, c'est quand même curieux, en fait, comme un acte violent crée de la violence chez moi. C'est-à-dire que du coup, j'avais envie de revanche, de punition, enfin voilà, qui paye, quoi. Et je trouvais ça bizarre. Je m'interrogeais moi-même là-dessus en me disant que là, il y avait probablement matière à film avec cette espèce de violence qui se répand comme un virus. Hein. C'est d'actu d'ailleurs. Et je me suis dit que cet extrémisme religieux, ça pourrait être intéressant de le mettre, de teinter la religion chrétienne en fait de cet extrémisme. Et c'est comme ça qu'est né ce film en fait. L'idée d'interroger un peu sur la violence, sur ce qui est acceptable ou non, et d'interroger un peu sur notre rapport au jugement de l'autre en fait. Alors, influence, bon, à part ça, évidemment, tout plein, même sans m'en rendre compte, hein, mais oui, je pense qu'il y en a un qui m'a influencé, toute proportion gardée, hein, évidemment. C'est celui-ci, de Lars von Trier, The House That Jack Built. Je pense qu'il m'a influencé, en tout cas, je suis sensible à l'humour de Lars von Trier, je sais pas comment dire. Tu vois, la scène du sniper avec l'enfant, je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais. Mais en fait, j'ai ri par moments, tellement c'est too much. Et puis, je crois que la liberté en termes de réal aussi m'a beaucoup plu. Et je pense que c'est ce genre de réalisateur, même si lui, il a des sous pour faire ses films, c'est pas non plus des budgets pharaoniques. Du coup, voilà, j'aime bien, ça me rassure en fait, de voir qu'un gars comme Lars von Trier fait un film et puis tout à coup, il y a une coupe au milieu d'un mouvement de caméra, enfin, il en a rien à foutre. Et je trouve ça très sain, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas toujours en train d'appliquer la gentille petite grammaire cinématographique. Et comme moi, j'ai très peu de sous pour faire mes films, et ben du coup, je me dis, mais en fait, c'est vrai, autant faire des films comme Iggy Pop fait du rock, quoi. Donc, c'est-à-dire en ayant un peu rien à foutre des règles. The House de Jack Built, tu mets pas avec Lars von Trier. Tu n'as même pas un classement réalisateur. Non, mais je suis en train d'y venir, hein, parce que parfois le soir, ça m'angoisse. Parce que moi, j'ai les deux. J'ai, par exemple, ça dépend, il y a des films qui sont plus connus pour leur genre, Ouais. et j'ai une section réalisateur. Ouais. Style, là, j'ai tous les Lars von Trier ou tous les Carpenter. Eh ben, je suis en train de te rejoindre. Je pense que quand tu viendras faire une autre vidéo ici, ça sera peut-être le cas. Il y aura un petit rayon Lars von Trier, un petit rayon Clint Eastwood, enfin, etc. Ok. Ouais, je vais y venir. Parce que ça me rend nerveux. Toi qui produis des films en Suisse, c'est quoi un peu ta vision sur le cinéma suisse ? Je pense qu'il y a des bonnes choses. Mais honnêtement, voilà, c'est beaucoup trop sage. Si tu veux, Parce que toi, tu galères beaucoup pour produire tes films. Oui, moi, j'ai jamais reçu d'aide de l'Office fédéral de la culture. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est sage, et globalement... Ça te déprime un peu ? Oui, ça me déprime parce que il y a moyen de faire tellement d'autres choses. Et je connais des gens qui font d'autres choses. Je pense par exemple à Olivier Béguin qui a fait un super film de vampire, qui a eu un parcours... Chimère, ouais. Qui a eu un parcours, mais ailleurs. Voilà, ça se passe jamais en Suisse, quoi. Et c'est dommage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire que des films qui peuvent passer à 20h sur la RTS, parce qu'on s'emmerde, quoi. Il y a toujours ce lien, finalement, où il faut que ce soit un peu documentaire. Il faut parler de l'histoire de la Suisse, il faut parler d'un cadre social helvétique, il faut parler de trucs politiques suisses. Et merde, quoi. Enfin, la vie, ça va un peu au-delà de ça. Et le cinéma, c'est censé être, je sais pas, un reflet un peu de la vie. Mais en fait, le cinéma suisse ne parle pas aux Suisses.
c'est beaucoup trop sage. Enfin, je trouve que c'est l'ennui, voilà. Bah écoute, après, peut-être quand même dans les comédies, oui, alors je suis passé un peu vite sur la comédie tout à l'heure en disant que c'était souvent des films en ligne droite par rapport au cinéma d'horreur, mais c'est pas tout à fait vrai. Pour moi, il y a des pépites et à mon avis, des génies ignorés, en tout cas chez nous, comme Will Ferrell, qui pour moi est vraiment un maître de l'humour. Je recommande ce film si vous aimez l'humour absurde, qui va très très loin dans la bêtise et l'absurde. Mais en termes de rythme et de jeu, c'est brillant. Et puis, bon, moi je suis un immense fan de Bertrand Blier. Vraiment, pour moi, c'est le maître absolu de la comédie comme je l'aime, c'est-à-dire la comédie bien écrite et où les dialogues sont juste à tomber par terre. Enfin, pour moi, c'est un peu Dieu en termes de dialogue. Je dirais lui en français et puis Tarantino chez les anglo-saxons pour les dialogues. Et est-ce que tu aimes bien Quentin Dupieux, par exemple ? Alors, j'adorerais répondre à cette question et j'ai monstre honte, j'ai encore vu aucun de ses films. Ah, t'as pas vu ? Ouais, c'est-à-dire que je vois qui c'est, je vois les films qu'il a fait, mais je n'ai pas vu. Là, je vois, t'as Michael Mann, un des premiers, Ouais. Manhunter, qui est la première adaptation du Silence des agneaux. Absolument, oui. Un très beau coffret d'ailleurs, bel objet, j'aime beaucoup. Michael Mann, c'est un gars que t'aimes bien ? Oui, alors j'aime énormément. C'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Surtout ce qui marche très bien chez moi dans son cinéma, c'est ses ambiances nocturnes, que ce soit dans Manhunter ou dans Heat ou même dans Collateral. C'est ces ambiances nocturnes en ville, quoi. Cette façon qu'il a de retranscrire Il y a ton chat qui se gratte à moi. Hey, il est gentil. Ouais, les ambiances nocturnes, vraiment, particulièrement au cinéma, hein, un peu moins évidemment en DVD ou Blu-ray, mais c'est vraiment des atmosphères qui me prennent au bide, où j'ai l'impression d'être happé dans l'image. Et je trouve qu'il est vraiment très fort pour ça. C'est-à-dire qu'on est plongé dans une ambiance citadine qui est vraiment très forte, avec des néons. Très urbaine. Ouais, très urbaine. Et c'est d'ailleurs ce qui m'avait beaucoup plu là-dedans, en parlant de Michael Mann. Oui, c'est lui qui a créé Miami Vice. Absolument. Et en fait, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette série. C'est justement ce rapport à la ville, en fait, qui est magnifique. C'est-à-dire, c'est du néon, c'est du néon qui clignote, c'est des atmosphères, c'est les murs presque qui transpirent. Et il a vraiment créé un style. Il a créé un style et qui marche encore aujourd'hui. Enfin, pour moi, c'est vraiment un des tout grands. Et j'adore comme il raconte des histoires, parce que c'est assez sobre, en fait, ce qu'il fait. Nous disons, c'est épuré, en tout cas, mais c'est très fort. Oui, alors, le cinéma des années 70, c'est vrai que je pense qu'il m'influence beaucoup aussi par le fait que c'était une période, je crois, où ça expérimentait quand même pas mal et où c'était beaucoup moins sage qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des tas de films des années 70, mais d'ailleurs, on parlait de Blier. La plupart des Blier, on ne pourrait plus les faire aujourd'hui. Je veux dire, ça serait juste interdit, quoi. Mais après, dans les polars, il y a des choses magnifiques, ouais, des années 70 mais que je porte un peu en moi, comme ça, parce que je me suis nourri à ça. Alors évidemment, il y a les inspecteurs Harry, dont on parlait tout à l'heure. Évidemment, là, on est en plein dedans. Il y a Bullitt. Tiens, il n'est pas là, j'ai dû le prêter. Enfin, il y a Bullitt. Évidemment, Chinatown aussi. C'est quand même... absolu. Ouais, c'est immense. Ça. Un après-midi de chien, ça c'est surpuissant aussi. Bon, on aime vraiment les mêmes choses. Hein. C'est vrai ? Ouais. C'est bien. Et puis je vois Le Solitaire, le premier film de Michael Mann. Oui, bien sûr, formidable. Magnifique aussi, ouais. avec James Caan. James Caan. Ouais, formidable. Après, il y a un film formidable. J'adore le titre, en l'occurrence en français, n'est pas génial, mais en anglais, il est bien. Et maintenant, je ne l'ai plus en tête. Mais bref, Le Canardeur, qui est, je crois, le premier film de Michael Cimino, puisque c'est Eastwood qui l'avait engagé. Et ça, c'est typiquement un film des années 70 comme on n'en fait plus. C'est-à-dire qu'il y a un magnifique Jeff Bridges qui a vraiment une relation très intéressante avec le personnage d'Eastwood. Enfin, c'est bien écrit, c'est gonflé.
C'est des choses qu'il y a peu aujourd'hui dans le cinéma et je trouve que c'est bien triste. Bon, puis après, dans les trucs qui comptent beaucoup, alors je suis très sensible à l'ignominie du coffret. C'est le coffret Rambo. Mais je dois dire que j'ai une affection assez forte pour ce personnage de Rambo. Particulièrement le premier, bien sûr, parce que le 2 et le 3, le 4 et le 5, enfin voilà. Le premier Rambo, c'est quand même un film qui a posé énormément de bases pour le cinéma d'action aussi. Et en fait, qui est bien moins stupide que ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que c'était aussi un des premiers films qui parlait ouvertement du trauma des soldats qui rentraient du Vietnam, de comment ils étaient traités. Ça avait quasiment jamais été abordé avant, ça avait fait scandale à l'époque. Et tout ça, on ne le sait pas. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, pour Rambo, c'est un gros crétin musclé. Mais en fait, pas du tout. Le premier film, c'est absolument pas ça. C'est presque plus un drame humain, un film de survie, qu'un film d'action pure. Et je trouve que ce personnage a quelque chose de très fort, dans le sens où c'est vraiment quelqu'un qui est seul, qui tire parti de la nature et qui est seul contre tous. Et je pense que c'est quelque chose qui peut résonner très fort. En tout cas, chez moi, ça avait résonné très fort quand j'avais découvert le film. On peut s'identifier à ça, parce que je pense qu'on s'est tous, par moments, sentis seuls contre tous, ou incompris, enfin, etc. Et du coup, c'est un film qui va chercher ces choses-là, et notamment, en grande partie, avec l'immense musique de Jerry Goldsmith, qui là aussi a posé les bases de ce qu'allait être la musique des films d'action pour, ou en tout cas les 20 années qui ont suivi, quoi. C'est-à-dire une musique très enlevée, avec beaucoup de ruptures, enfin c'était très gonflé pour l'époque. Et ça reste une immense musique de film. Donc je parle bien du premier, le premier Rambo. Et c'est typiquement un des films qui a fait partie de cette passion que j'ai pour la musique de film. Ok, et bah écoute, on est bientôt au bout, mais avant de se laisser, Ouais. on va juste peut-être voir, je vois que tu as pas mal de figurines là. Oui, bah écoute, voilà, on a parlé du Eastwood, c'est vrai que c'est une des pièces que j'adore particulièrement. On a évidemment Rambo, on a Terminator, enfin voilà, c'est aussi, il y a un truc avec l'enfance, hein, avec ces figurines, clairement, c'est-à-dire que ça fait du bien aux marques de 12 ans, tu vois. Et je pense que c'est important. Beaucoup de gens n'y pensent pas assez. Je pense qu'il faut se faire plaisir aussi à ce niveau-là. Ça, c'est Glenn dans Walking Dead, justement. On en parlait tout à l'heure. Et du coup, tu disais qu'il y avait une figurine là que tu voulais me montrer. Oui, mais parce que je l'aime beaucoup. Et puis c'est vrai que du coup, on n'en a pas parlé. C'est The Crow. Voilà, j'adore le film. Je trouve que c'est un film ultra poétique, visuellement, avec plein de trouvailles et d'idées. Et la figurine est magnifique, quoi. C'est vrai que c'est un objet que j'aime beaucoup. Après, bon, là, on a une petite collection. Ben, on a Lost encore. Hein. Écoute, ouais, j'avais bien tripé, ouais. À part le final, hein, encore une fois. Mais disons, la promesse était belle, même si elle n'a pas été tenue. Puis là, t'as un peu les boogeyman. Oui, c'est Clint. clair. Donc il y a Leatherface, le massacre à la tronçonneuse, Ouais. Freddy. Et une des prochaines, celle qui me manque terriblement, c'est Michael Myers. Ça, il faudrait que je pallie à ce manque. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Parce que t'as Alien aussi là. Ouais. Un merveilleux alien que mon neveu m'a offert, d'ailleurs. Celui que tu as vu dans l'émission, là. Ok, bah écoute, je pense qu'on va se remettre juste en mode comme avant. Ouais. Est-ce que je vais arriver à tenir cette caméra? Oui. Donc voilà, bon bah écoute Marc, c'était super d'avoir pu voir un peu ce que tu avais dans ta collection. Bah, avec plaisir. Et bah nous, on se quitte et puis on se voit au prochain épisode. Voilà. Ciao. Ciao.